tantôt. En fait, j'ai un tout petit peu changé le titre. Vous verrez que c'était écrit éthique et intelligence artificielle. Puis je me suis ravisée. En fait, je n'allais pas faire un état de l'art et des perspectives sur l'éthique et l'intelligence artificielle, mais simplement regarder dans la communauté de l'IA, qu'est-ce qu'on fait pour prendre en compte l'éthique. Donc là, je ne rentre pas au niveau des algorithmes, de quelle valeur on met dans les programmes, mais plutôt quelles approches on va utiliser pour prendre en compte la dimension éthique. Et juste avant, j'ai voulu... donc voilà, donc je commencerai d'abord en introduction par définir l'éthique, la morale et la déontologie, et l'articulation entre ces trois concepts, parce que j'ai eu beaucoup de mal en lisant un peu les travaux qui se faisaient, j'avais beaucoup de confusion. Je sais qu'il y a des spécialistes ici, mais je garde quand même mes slides, et puis s'il y a des mauvaises compréhensions, on pourra toujours en parler. Donc j'ai pris certains aspects que je retrouvais beaucoup dans la littérature dans l'IA, en fait. Voilà. Donc ensuite, ce qui va prendre le plus de temps dans la présentation, c'est l'intégration de la dimension éthique en IA. Et en IAD, l'IAD, c'est intelligence artificielle distribuée. C'est l'idée qu'on ait plusieurs programmes dotés d'intelligence artificielle qui sont distribués soit physiquement, soit dans des processus différents et qui interagissent pour résoudre un problème quelconque. Ça peut être la classification, ça peut être localisé ou autre. Et c'est dans ce domaine que moi je fais mes recherches au laboratoire IBIS. Donc je suis partie notamment, ce que j'ai regardé, c'est notamment les écrits de Kant, un tout petit peu Socrate, et je sais que les sciences cognitives, dans le domaine des sciences cognitives, il y a tout un pavé, mais j'avoue que je n'ai pas regardé, je n'ai pas un état d'art exhaustif là-dessus. Donc j'ai voulu vraiment surtout comprendre la différence entre la morale, l'éthique et la déontologie, et l'articulation entre ces trois niveaux. Donc il semble que la morale se réfère, enfin, en général, la morale ou l'éthique, elle se réfère à un ensemble de valeurs et de principes qui permettent de différencier entre le bien et le mal. C'est quand je dois décider qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Là, on est binaire, mais en fait, qu'est-ce qui est souhaité? D'accord, en supposant que ce qui est souhaité, c'est le bien, et ce qu'on veut éviter, c'est ce qu'on pense pas bien. Et puis, il y a la notion du juste, de l'injuste, de l'acceptable, l'inacceptable. Et donc, il y a l'idée aussi qu'on va se conformer à ces principes-là. Et donc, il va y avoir un ensemble de normes définies qui peuvent être propres à un individu, un groupe, une société, une époque. Donc, voilà. Et puis, derrière ça, évidemment, ce qui vient, c'est qu'il y a la notion de droit, d'accord, de devoir, d'interdit, pour être, entre guillemets, en accord, ou compliant, pour utiliser un terme qu'on trouve dans des articles d'IA. Et puis bien sûr, ça change en fonction des époques, des cultures, des lieux, et culture au sens large, c'est-à-dire que les jeunes, les moins jeunes, voilà, on peut imaginer comme ça. Donc il y a toujours cette notion de bonne et mauvaise action. Alors l'éthique, ce n'est pas un ensemble de valeurs, c'est ce que j'ai appris à comprendre, ni de principes en particulier, mais c'est plus toute la réflexion qu'on va mener, on dit argumenter, mais je le mets bien entre guillemets, en vue de bien agir, du bien agir. Donc de se comporter bien. Donc ça ne dit pas des règles, mais en particulier. Et donc du coup, elle va interroger les valeurs morales. Donc dans l'exposé précédent, on s'est intéressé à certaines valeurs, fairness, acceptabilité, etc. Mais là, l'éthique, elle va justement s'intéresser à quelles valeurs sont à prendre en compte. Et elle va les interroger. Et donc pour orienter les actions, les décisions, et pour toujours agir conformément à ces valeurs. Et du coup, l'éthique, dans la notion d'éthique, on va relativiser la notion de bien et de mal. D'accord? C'est juste être en accord. Et alors la déontologie, c'est beaucoup plus simple à comprendre. C'est les règles et les devoirs qui régissent en général une profession, mais pas que. Donc, il y a des déontologies liées à un métier, à la médecine. Voilà, il n'y a pas encore de déontologie en informatique, mais peut-être qu'il y en aura suite à tous ces débats, qui encadrent donc une profession ou bien un groupe de personnes. Et donc le point commun entre ces trois notions, c'est qu'en fait, l'idée c'est de pouvoir répondre sur la conduite morale à adopter. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais par rapport à une notion morale? Et hier, je suis allée un tout petit peu plus loin, il ne faut pas que je passe trop de temps là-dessus, pour que je puisse parler quand même
de l'IA. L'éthique, donc, elle se propose de s'interroger sur les valeurs morales et les principes moraux qui devraient orienter nos actions, là je me répète un tout petit peu, dans différentes situations, dans le but d'agir conformément à ceci. Donc c'est une définition que j'ai beaucoup retrouvée, et on distingue trois types d'éthique, enfin trois niveaux d'éthique, ou types d'éthique, je ne sais pas comment on pourrait dire. On a l'éthique appliquée, l'éthique normative, et ce qu'on appelle la métaéthique. Comme son nom l'indique, l'éthique appliquée, elle va vraiment, on va être dans un domaine particulier, on va être... on va dans la bioéthique, la procréation artificielle, qu'est-ce qui est bien de faire, qu'est-ce qui n'est pas bien, l'environnement, le développement durable, etc. Donc on est vraiment lié à un domaine. Et puis, on ne va pas se poser des questions générales. On va toujours être lié à un domaine particulier, à des enjeux concrets. Donc l'éthique normative, c'est là où il y a un petit peu d'élaboration et de complexité. Donc on appelle ça aussi l'éthique substantielle, parce qu'elle va s'intéresser au contenu des règles, des principes éthiques. On va dire qu'il y a l'éthique conséquentialiste, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser aux conséquences des actions. Donc, on va regarder l'ensemble des conséquences de notre action, de nos décisions, avant de choisir, de décider si l'action est bonne ou pas. Elle est bonne, une action est bonne, si jamais les conséquences de cette action sont bonnes. Il y a un exemple qui semble beaucoup circuler dans les manuels de philosophie, c'est l'idée d'avouer, d'un aveu, avouer un adultère. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Tout dépend. Voilà. Donc, si on est dans une éthique conséquentialiste, on va se dire, si la conséquence c'est que mon conjoint ou ma conjointe me quitte, comme je ne veux pas que ma conjointe me quitte, donc je vais pas avouer. Dans l'éthique déontologique, on va voir la notion de devoir, d'obligation, d'impératif moral. Donc un acte qui va être bon ou mauvais, sans se soucier des conséquences, d'accord, mais par rapport à un devoir. Par exemple, dans le cas de l'adultère, je ne vais pas avouer l'adultère parce que je ne veux pas que ma famille se sépare et parce que j'ai un devoir envers mon enfant, je voudrais que mon enfant garde ses parents ensemble. Donc, c'est encore une autre éthique qu'on applique. Il y a enfin ce qu'on appelle l'éthique de la vertu. Et donc là, on va s'intéresser à la vertu qui est vraiment intrinsèque à l'action. D'accord? Donc, voilà, moi je suis honnête. L'honnêteté, par exemple. Et donc, l'honnêteté, c'est d'avouer. Ce n'est pas les conséquences, ce n'est pas le devoir. Donc, et c'est parce que l'aveu est considéré comme associé à la vertu d'honnêteté. Tout le temps. Voilà. Et en fait, ces trois types d'éthique, conséquentialisme, déontologie et éthique de la vertu, vont nous proposer des règles pour évaluer une action d'un point de vue moral, mais elles ne vont pas nous dire laquelle choisir. Donc c'est à nous de voir, selon les règles, c'est à nous de faire le choix. Enfin, c'est à nous, au programme informatique de faire le choix. En tout cas, le choix, elle ne permet pas de faire ce choix-là. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion en philosophie qu'on appelle une conception du bien, c'est-à-dire il faut définir qu'est-ce qu'on entend par bien. C'est-à-dire, quelles sont les meilleures conséquences, dans le cas de l'éthique conséquentialiste, quelles sont mes obligations morales, dans le cas où je suis dans l'éthique déontologique, et puis quelles sont les vertus qu'on souhaite adopter. Si on avait du temps, on pourrait faire le parallèle avec tout ce qu'on veut mettre dans nos algorithmes comme vertu et comme type d'éthique. La conception du bien, donc je viens de dire, ça répond à ces questions. Et puis, ça veut dire une conception des bonnes conséquences, des devoirs moraux, quels sont les devoirs moraux fondamentaux, et puis quelles sont les vertus à privilégier. Et donc, les théories morales, chaque type d'éthique a sa propre conception du bien. D'accord. Et vous verrez que je vous montrerai tout à l'heure des travaux en IA qui modélisent, qui prennent une des éthiques, ou des fois plusieurs, et puis qui, en fonction d'une conception du bien, ils vont écrire un programme qui va être capable de prouver que leur programme d'IA, enfin aujourd'hui on parle d'IA, est compliante avec cette éthique qui a été définie. Et ensuite, il y a cette fameuse métaéthique, en fait, qui un petit peu au-dessus, comme son nom l'indique, et ça va analyser le discours. En fait, c'est une analyse épistémologique, philosophique, du discours éthique et de tous les présupposés qu'il y a derrière, en fait. Et donc, c'est là où on va travailler sur la nature des jugements. C'est-à-dire qu'on va dire pourquoi un jugement est bien, pourquoi l'honnêteté c'est bien, pourquoi c'est pas bien, etc. Donc, ça, et c'est avec la métaéthique qu'on peut arriver, si jamais moi j'imagine, je n'ai pas trouvé de système qui implémente ça, si on a implémenté ces trois niveaux d'éthique, on aura un système totalement autonome par rapport à l'éthique. On va nous rendre compte de quelle éthique
quelle éthique il applique. Et donc, ça, elle permet du coup, cette métaéthique, elle va permettre de définir les fondements de ce qu'on appelle donc l'éthique normative. Juste avant de... Donc le dernier point qui semble être important en éthique, enfin c'est pas qui semble, qui est important, c'est ces fameux dilemmes éthiques, vous en connaissez tous, les problèmes, etc. Il y a de nombreux... il y a la voiture qui arrive et puis qui a deux piétons sur le passage piéton et trois à droite. Il se trouve que ces trois-là à droite, ce sont, je sais pas moi, des personnes qu'on n'aime pas, pour ne pas stigmatiser quelconque tranche de personnes. Et ben, qu'est-ce qu'on fait? On va tuer les trois personnes à la gauche, ou bien voilà. Et donc après, il y a des règles. On peut dire, j'épargne le plus de vie humaine possible, quelle que soit la vie humaine. Donc, en fait, un dilemme éthique, c'est... J'ai trouvé plusieurs définitions en vérité, et j'ai pris ces deux-là qui elles-mêmes font une synthèse d'éléments philosophiques. Donc la première, c'est défini par des situations dans lesquelles tout choix conduit à transgresser les principes éthiques acceptés, et on doit prendre une décision. Donc, quelle que soit la décision qu'on va prendre, on va entraver un principe éthique. D'accord? Si on tue les trois personnes à droite, ben, on doit tuer personne. Et non seulement on doit tuer personne, mais en plus on ne doit pas choisir qui on tue. Et si on tue les piétons, on ne doit pas... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et la seconde définition dit juste presque la même chose. Donc un principe éthique est incapable de donner une préférence entre deux options. Chaque option est cautionnée par une règle éthique, sachant que, désolé pour les coquilles, qu'exécuter les deux options n'est pas possible. C'est ça en fait, parce qu'on doit choisir. C'est ça le problème. Et maintenant, une fois que j'ai donné ces notions, enfin, moi j'ai trouvé assez fondamentales par rapport à l'éthique et ce qu'on peut implémenter dans ce que j'ai trouvé en tout cas que les collègues implémentent dans les systèmes d'éthique. Donc il y a énormément d'approches différentes. Je n'ai pas vraiment réussi à classer les approches en fonction des algorithmes utilisés. Par contre, il y en a qui se donnent comme objectif d'explorer les dilemmes éthiques. Il y en a qui vont se concentrer sur un programme, une méthode particulière, comment faire en sorte qu'elle soit éthique. Et puis il y a des approches qui vont combiner différentes approches d'IA pour implémenter l'éthique. Et enfin, la dernière approche que j'appelle collective, c'est celle qui émane de la communauté de l'intelligence artificielle distribuée, des systèmes multi-agents notamment, qui ne se contentent pas simplement de modéliser comment un agent tout seul doit faire pour être éthique, mais comment il doit faire dans l'interaction avec les autres, comment il peut prendre en compte l'éthique de l'autre, comment il peut faire des suppositions sur ce que va faire l'autre, etc. Il y a la théorie des jeux, mais il n'y a pas que ça. Donc, et là, donc par rapport... Alors là, à chaque fois, j'ai donné quelques exemples. Il y a vraiment profusion de littérature depuis à peu près 2014. Il y a énormément de réalisations là-dessus. Je le vois pour confirmer. Effectivement, on ne s'attendait pas. Moi, en 2013, j'ai commencé à m'intéresser à cette question, d'ailleurs avec Étienne Coll ici présent, dans le cadre d'un système d'assistance à la personne. À l'époque, on ne trouvait rien dans la communauté de l'IA. On trouvait des choses philosophiques, en sciences sociales, etc. Mais là, depuis 2014, il y a énormément de travaux. Donc, à chaque fois, j'ai sélectionné, je n'ai pas tout lu, ça c'est sûr, mais en tout cas, j'ai sélectionné quelques exemples parmi ceux que j'ai lus pour étayer comment on arrive à implémenter ce genre de choses. Donc, Genetic, c'est un système qui génère des dilemmes, en fait, sans arrêt, mais en appliquant un modèle bien particulier, donc des caractéristiques, il implémente des devoirs, des actions, des cas, des situations, et puis des principes. Et chaque cas va être évalué en interaction avec des spécialistes en éthique. D'accord? J'ai entendu tout à l'heure parler des réticistes. Et ça, le but de ce projet, c'est d'aider finalement à coder des principes qui soient indépendants du domaine. C'est d'essayer de trouver quels seraient les principes qui permettraient, généraux, indépendants du domaine, qui permettraient de traiter des dilemmes moraux dans les applications d'IA. Et il y a le fameux Moral Machine Project, peut-être que vous connaissez, qui est lié à la voiture autonome. Donc là, c'est un système qui est en ligne depuis un peu longtemps, peut-être que vous connaissez. Vous pouvez faire ce sont des simulations de situations. Vous êtes à la place du conducteur et vous dites ce que vous faites. J'avoue que je n'ai pas réussi à aller au bout d'un scénario, parce que ça me demande de faire des choix que je ne suis pas capable de faire.
Voilà, donc et je pense qu'ils collectent du coup les données. Vous devez remplir tout un questionnaire sur quelles sont les valeurs qui sont les plus importantes pour vous. Et puis, vous devez absolument toujours respecter la loi. La priorité, c'est de sauver le maximum de personnes possible, protéger les passagers du véhicule, et puis éviter d'intervenir. Vous êtes censé ne pas intervenir. Vous jouez juste le rôle qui vous est assigné dans le scénario. Et puis, voilà, donc préférence d'âge, etc. Alors, je ne vais pas présenter les détails de chaque approche ni leurs résultats. C'est juste ce que je voulais, c'est montrer un peu le panorama de travaux en IA qui existent. Et on peut supposer du coup toutes les perspectives que ça ouvre, tous les challenges que ça ouvre pour nous. Alors, on a un système qui est conçu depuis quelques années, mais là, il est bien abouti par une équipe en France. Et donc là, leur but, c'est d'utiliser les systèmes de vérification formelle pour montrer que leur système multi-agent, et on verra que c'est multi-agent, mais en fait, il reste toujours dans une approche mono-agent, respecte un ensemble de règles morales. Donc ils ont toute une définition, une manière de modéliser en utilisant la logique, des règles morales, des règles éthiques, des préférences, etc. Et à partir de là, une fois que tout ça est compilé dans le système, ils peuvent dire oui, quand on exécute notre système, là, le système, il a pu être en accord avec ces règles ou pas. D'accord ? Et c'est bien sûr l'utilisateur qui définit les règles, malgré le fait que ce soit dans une logique un peu particulière. C'est pas très complexe, en fait, parce qu'ils font une compilation derrière qui fait que là, du coup, c'est d'abord transparent et après, ça devient plus transparent. Mais je ne suis pas allée voir si leur système peut être... on peut faire du reverse engineering et on peut reproduire le côté transparent pour vérifier qu'effectivement, ils compilent bien les bonnes règles. Ça serait intéressant à regarder. Alors, dans leur système, chaque règle est sous-tendue par une valeur. D'accord ? Et puis, l'objectif, donc, c'est de montrer qu'un agent respecte une règle éthique selon un système de valeurs. Donc, là, un tout petit exemple. Là, j'ai copié-collé de leur article. Donc, l'ensemble de MV, c'est un ensemble de valeurs. Donc là, on a deux valeurs, prudence et urgence. Et puis, on a un ensemble de prédicats qui sont liés aux variables auxquelles ont accès les agents. Et on a une règle éthique qui va être définie avec un ensemble, une priorité en fait sur les valeurs. D'accord ? Et donc là, désolé pour le texte, je pense que c'est pas forcément, vous n'êtes pas obligé de lire. Hein. C'est juste pour dire qu'ici, on a en fait une règle morale. On a plusieurs règles morales, j'ai oublié de le dire. Donc comment c'est implémenté dans le système ? On a plusieurs règles morales. Et on a une règle éthique qui va donner la priorité entre les règles morales. Voilà, donc là, la prudence, et puis on a deux routes en fait. Hein. Une route, c'est le feu tricolore pour la première route, soit vert, soit orange. Pour la deuxième route, orange ou rouge. Et puis en fait, la règle morale pour la route numéro 2, eh bien, le feu doit toujours être vert parce que la route est très prioritaire. Évidemment, ces deux règles vont être incompatibles. On ne pourra pas les appliquer en même temps. Donc il va falloir, selon les situations, gérer une priorité. Juste pour montrer comment on peut gérer, comment on peut modéliser, utiliser des outils entre guillemets classiques pour modéliser la notion de valeur morale et principe éthique. Oui, la règle éthique, elle est là. Donc elle montrait qu'en priorité, donc c'est le fameux cardinalité dans l'ordre de préférence des priorités, donc la prudence est prioritaire par rapport à l'urgence. Et donc là, pour garantir qu'un agent respecte une règle éthique, un système de transformation de prédicats fournit un ensemble de prédicats qui sont associés aux règles morales. C'est plus facile de vérifier qu'un système de prédicats est consistant. Voilà. Et donc là, ensuite, il y a un autre système qui s'appelle MoralDim. Alors, dans ce cas, ça fait partie de ce que moi j'appelle les approches hybrides, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser ce qu'on appelle, bien sûr, la notion de valeur préférée, et puis ce qu'on appelle le principe du double effet, et qui fait qu'une action, ça c'est des règles qu'on va utiliser, donc là on a codé, on sait ce qu'on met dans le système, l'action, elle doit être soit bonne ou bien neutre, moralement, hein, toujours. Hein. Le bon effet doit résulter de l'acte et non du mauvais effet, c'est-à-dire bien d'un effet de bord. Par exemple, si
si je choisis de prendre cette route parce que je pense que c'est moralement mieux, et que par hasard, enfin, je tue quelqu'un, moi mon intention c'était pas de tuer quelqu'un. Le fameux exemple du trolley, du train, qu'on peut avoir la possibilité à qui on peut faire dévier la route, les rails, parce qu'il risque de tuer 4 personnes. Et si on dévie le rail, il va tuer une personne. Donc mon intention, c'était pas de tuer la personne si jamais je dévie et que je prends le chemin, c'est juste de tuer le moins de personnes possible. Donc le bon effet doit résulter de l'acte et non du mauvais effet. Le mauvais effet ne doit pas être directement voulu, mais doit être prévu et toléré. Et puis le bon effet doit être plus fort que le mauvais effet, ou bien les deux doivent être égaux. D'accord? Et puis, donc alors, ils prétendent, enfin je dis prétendent pas pour remettre en cause leurs travaux, mais je n'ai pas réussi à voir où est-ce qu'ils implémentaient ça, l'importance de la culture dans l'acquisition des règles morales et de la conception du bien et du mal. Je suppose que c'est par les notions de valeur préférée. Et puis alors, il y a une notion, moi, à mon avis, elle est issue plus de la psychologie sociale, qui dit qu'en fait, il y a une instantanéité dans la décision morale. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne réfléchit pas pour prendre une décision morale, c'est presque câblé dans notre inconscient, et on va être instinctif. Et à partir de là, ensuite, on justifie la décision. Parce que quand on est au volant, d'ailleurs, on n'a pas le temps de réfléchir en général. Dans une situation d'urgence, il y a vie en danger. Et donc, ils vont utiliser ce qu'on appelle le raisonnement par analogie, qui est un raisonnement connu en IA. Donc, on va regarder en fonction des situations déjà rencontrées. Est-ce qu'on a déjà rencontré cette situation et qu'est-ce qu'on a fait dans cette situation-là? Et en fait, ils généralisent les cas. Et c'est comme ça qu'avec la base de cas et avec le principe du double effet et la notion de valeur préférée, ils arrivent à faire un système qui, une fois qu'on a spécifié tout ça et qui tourne, eh ben, il est en concordance avec ce qui a été spécifié. Il y a donc l'idée de combiner la théorie des jeux avec le machine learning. Là, je vais commencer à aller un peu vite. Je ne sais pas combien de temps j'ai pris là. Un quart d'heure, même pas. Bon. Le machine learning, il va classer si une action donnée est morale ou non dans un scénario donné. D'accord? Et puis les données étiquetées correctement sont acquises par le biais d'un jugement humain. Là, jusque-là, on est d'accord. Ensuite, la théorie des jeux, on va la combiner avec le machine learning pour appliquer des concepts qui sont issus de la théorie des jeux au dilemme moral et utiliser une sortie comme une caractéristique pour entraîner le machine learning. Donc, on va utiliser la théorie des jeux pour entraîner le machine learning. Et à l'inverse, les sorties d'algorithmes machine learning, elles vont pouvoir enrichir le modèle théorique de jeu, au cas où il y aurait eu des oublis. Ensuite, il y a ce qu'ils appellent event-based and scenario-based causality. Là, c'est très intéressant, c'est assez original. Enfin, c'est pas original dans le fait de modéliser la causalité, ça arrive beaucoup en IA qu'on modélise la causalité, mais de l'utiliser pour justement pour définir l'éthique, parce que ce qu'il y a derrière l'éthique, c'est aussi la responsabilité. C'est savoir de quoi on est responsable. Si on est la cause de quelque chose, il y a des risques qu'on soit responsable. D'accord? Et donc là, ils ont défini un langage pour modéliser la causalité des actions, la notion de responsabilité morale. Et puis, ce qui est aussi original dans cette approche, c'est qu'en fait, ils modélisent les actions et les omissions. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir fait une action qui pouvait engendrer un effet parce qu'on connaît le cause des actions, c'est aussi une responsabilité. Si je sais qu'en changeant la trajectoire d'un train ou d'une voiture, j'épargne des vies humaines, et si je ne le fais pas, j'ai une responsabilité. Donc faire, on a une responsabilité, et ne pas faire aussi une responsabilité. Et là, ils modélisent ces aspects-là. Et donc, ils définissent une matrice de causalité. Donc, dans cette matrice de causalité, on a le fait que, on a deux lignes et deux colonnes, justifié ou bien inhibé. Alors, j'ai traduit, je ne suis pas sûre que ma traduction soit bonne, mais en tout cas, l'idée, c'est quand il y a un lien de causalité, ça veut dire que fort, 100%, s'il y a cet effet, alors ça produit, s'il y a une cause, alors l'effet est produit. Et là, ils ont fait une évaluation binaire, fortement ou légèrement, mais on peut imaginer qu'on peut avoir une échelle de graduation. Donc, si c'est fortement justifié, alors c'est causé. Si c'est légèrement, ça active simplement. Et à l'inverse, si ça inhibe totalement, fortement, donc
ça interdit l'action d'arriver, ou l'effet de l'action, pardon. Et si c'est léger, j'ai pas su traduire les mots, mais en tout cas, ça diminue le fait que ça arrive, les chances que ça arrive. Et puis, en fait, il y a aussi un système qui utilise aussi les méthodes formelles pour modéliser. Il y a toujours la notion de causalité dans ce système aussi, et ils vont accentuer sur le fait ce qu'ils appellent les états contrefactuels, c'est-à-dire si un agent avait fait telle action, ça aurait produit telle sortie. Et ils vont plus raisonner là-dessus que sur l'inverse. Et ils vont aussi modéliser le lien entre l'intention et l'état contrefactuel. Pourquoi? Quelle était l'intention derrière le fait qu'on ait fait ou qu'on n'ait pas fait? Et cette notion d'intentionnalité, comme on verra tout à l'heure, elle est beaucoup utilisée dans les systèmes multi-agents pour essayer de voir, de deviner les buts de l'autre. Qu'est-ce qu'il veut faire? Quand on est à plusieurs, on interagit, on ne connaît pas les plans de l'autre, on va essayer d'inférer. Du coup, la notion d'intention, là, ils la reprennent. Et ils font aussi une modélisation de la culpabilité, du lien entre la culpabilité et la notion de contrefactuel, donc un degré de culpabilité par rapport au fait que je n'ai pas agi. Et donc, bien sûr, ces liens sont sous forme de probabilité, et à partir de ça, ils vont calculer, ils vont définir un degré de responsabilité morale. Donc ça, c'est le fameux exemple dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis alors, il y a énormément de variantes de ce problème, trouver problème que vous connaissez certainement. Donc si moi je suis à la place de cette personne, qu'est-ce que je fais? Plutôt voilà. Voilà. Donc ça tombe bien parce que je vais me dire que je parle de 4 personnes, je suis parmi eux, mais si je suis de l'autre côté, ça peut être difficile. Si c'est quelqu'un de ma famille, le problème est encore plus grand. Donc ensuite, il y a, oui, alors ça, toujours dans le panorama de l'idée de dire qu'il y a un panorama de méthodes en IA qui sont utilisées pour modéliser les types en IA, il y a la notion de décision multicritère. Et donc là, c'est un exemple d'une patrouille maritime dont l'objectif, ça c'est un cas très appliqué, mais quand même il y a une belle modélisation derrière. L'idée, c'est de voir est-ce que sur un navire, quel est le risque d'activité illégale, détention de drogue, d'armes, etc. Et donc là, ils vont essayer de travailler sur l'incohérence entre les données que le système d'information, d'identification automatique fournit et la détection radar. C'est-à-dire s'il y a une trajectoire, il doit y avoir une déviation, est-ce que c'est suspect ou pas. Donc le degré de suspicion de trafic de drogue dans le navire, suspicion d'être humain, vitesse actuelle, vitesse maximale depuis la première détection du navire, parce que si on accélère tout d'un coup, c'est peut-être suspect. Et puis, proximité du navire à la côte, pareil. Si les navires qui s'approchent trop, qui restent trop longtemps près de la côte, c'est parce que c'est suspect. Je ne sais pas. Alors maintenant, l'idée, ce qu'ils veulent savoir, c'est quels sont les attributs les plus importants. On pourrait appliquer un algorithme d'apprentissage si on a suffisamment de données. Et voilà, donc eux, ils se posent cette question et puis ils se demandent aussi pourquoi le niveau de priorité est plus élevé pour ce navire. Donc ça, c'est la notion d'interprétabilité. Pourquoi le niveau de priorité de ce navire a-t-il considérablement augmenté au cours de ces dernières années? Et quel changement dans les valeurs d'attributs augmenterait le niveau de priorité de manière la plus significative? Je vais un peu vite, mais c'est des questions, c'est juste, ils veulent comprendre les choses. D'accord? Maintenant, comment on fait? Donc là, dans le premier cas, c'est l'interprétabilité. Dans le deuxième cas, on va essayer d'expliquer. Et puis, le dernier point, c'est ce qu'on appelle la sensibilité ou la sensibilité au fait que si on change quel attribut a un plus d'impact sur la plus significative sur le niveau de priorité. Et donc, comment ils ont fait? Ils ont hiérarchisé leurs critères. Et puis, ils ont un indice qui mesure l'influence de chaque attribut sur la décision. Et les nœuds, donc là, les numéros, en fait, oui, j'ai essayé de faire en sorte que les numéros soient les mêmes, mais comme il y en a en plus, c'est complémentaire. Donc, on construit un arbre hiérarchisé des critères, et on essaye d'avoir, ils disent en tout cas qu'ils arrivent à avoir une explication simple et rapide, même si elle est incomplète. Donc le niveau de priorité et le genre le genre d'explication que le système fournit ne va pas être complet, mais
pour des raisons qu'on peut imaginer, on veut avoir une réponse tout de suite, quoi, rapide. Donc le niveau de priorité a considérablement augmenté, principalement à cause de l'incohérence entre le changement d'état, l'identification automatique et le radar, et non à cause de la vitesse actuelle croissante. Donc c'est grâce à ce système d'arbres qui parcourent et qu'ils arrivent à donner la réponse. C'est vrai que les arbres sont toujours plus transparents que tout autre algorithme. Donc il y aurait encore plein d'autres travaux dont je pourrais vous parler, qui implémentent d'une manière ou d'une autre l'éthique, mais je voulais surtout vous parler de deux travaux, donc je vais finir avec deux travaux que je trouve très importants et surtout qui abordent l'éthique d'une manière un peu globale, parce que dans toutes les approches qu'on a vues jusqu'à maintenant, ça va être un système monolithique qui va compiler, implémenter une approche, et il va dire oui, je suis compliante avec cette éthique. Dans les deux travaux que je vais vous présenter, notamment celui de Virginia Dignoun, qui travaille c'est une chercheuse en IA, qui travaille dans différents domaines, et depuis 4 ans, donc elle est à fond sur la thématique de l'éthique, donc elle a une approche assez globale. Elle a participé au développement, les trois premiers points, c'est juste une évidence, il n'y a pas de solution optimale pour résoudre un dilemme éthique. Et puis elle préconise en fait, il faut veiller à ce que l'IA soit développée de manière responsable en incorporant des valeurs sociales et éthiques, et les préoccupations de la société concernant l'éthique de l'IA doivent être reflétées dans la conception. Alors elle dit dès la conception. On n'essaye pas juste d'écrire notre algorithme et après on dit comment on va faire pour le rendre transparent, pour le rendre fair, etc. C'est dès la conception, pas dans ce travail-là, mais elle explique aussi dans tout le processus en génie logiciel, comment est-ce qu'on peut intégrer toutes ces valeurs, les valeurs, dans la modélisation, avant d'implémenter, avant de concevoir les modèles de données, avant d'écrire les algorithmes. Donc ils ont implémenté un système qu'ils appellent ART, donc rendre des comptes, j'aurais dû traduire comme vous l'avez fait tout à l'heure, donc accountability, donc c'est la capacité du système à avoir des réponses sur la culpabilité et l'obligation. D'accord, rendre des comptes. Le pourquoi en termes de je suis coupable de ça, c'est la cause de ça, etc. La responsabilité ou la cause de la réussite ou de l'échec de quelque chose. Donc, la transparence, on en a suffisamment parlé, on sait qu'il n'y a pas de définition, on va dire, il n'y a pas de consensus sur la définition de ce terme. En tout cas, elle explique que c'est l'ouverture des données déjà, que les données qu'on puisse avoir accès, le processus et les résultats aux fins d'inspection et de surveillance. Donc si on veut poser une question, il faut qu'on puisse avoir la réponse. Elle pose deux questions fondamentales, à mon avis. Qui est responsable de la décision, c'est-à-dire le niveau d'autonomie dans la décision, et comment les décisions dépendent de différentes valeurs morales et sociales. C'est ce qu'elle a étudié. Et pour la première question, ils définissent, parce que je pense qu'elle n'a pas travaillé toute seule, 4 niveaux possibles d'autonomie et de régulation. Donc ça, c'est le contrôle humain. Une personne ou un groupe de personnes est responsable de la décision. Soit il y a un système de régulation qui est intégré à l'infrastructure systémique, l'environnement, donc c'est pas l'humain, mais c'est quelque chose qui est un peu en dehors, qui est intégré, qui va faire de la régulation. Soit on a ce qu'elle appelle des agents des AMA, des agents moraux artificiels, donc des systèmes incorporant un raisonnement moral dans leur délibération et expliquent leur comportement en termes de concepts moraux. Donc ce serait un système tel qu'un de ceux que je vous ai présenté tout à l'heure. Bien sûr, ça peut être aléatoire, c'est-à-dire que le système choisit aléatoirement une action face à une décision morale, tire au hasard. Et d'ailleurs, dans les dilemmes, on peut le tester en ligne, on peut faire ce choix-là, dire je fais aléatoirement. La deuxième question, c'est la dépendance entre décision et valeurs morales et sociales. Et donc, elle préconise de déterminer les valeurs morales à atteindre et les principes éthiques à respecter dans une situation donnée par rapport à la situation. Les valeurs fondamentales se rapportant aux objectifs qu'on souhaite et surtout qui motivent l'action. D'accord ? Les valeurs, oui, alors la plupart des travaux prennent cette hypothèse. C'est pas toujours clair comment est-ce qu'on implémente ce genre de choses. Donc le fait que d'une culture à une autre, les valeurs changent, d'accord. Mais là, l'hypothèse qu'elle fait, c'est que dans une même culture, il y a une certaine cohérence entre 4 dimensions, c'est-à-dire l'ouverture au changement, la capacité à suivre le changement. Ça rejoint la notion de diversité tout à l'heure dont on a parlé par rapport aux données.
Le développement personnel, c'est-à-dire la capacité à se remettre en question, et puis à vouloir être bien, être en accord. La conservation, donc c'est garder les mêmes valeurs, c'est un peu l'inverse de vertu. Et puis le dépassement de soi. Et en fait, donc là on a le troisième point préconise de donner la priorité à différentes valeurs morales et sociales en fonction de l'environnement individuel et socio-culturel. Donc on ne va pas écrire une appli, un système complètement indépendant et générique. Voilà, donc toujours tenir compte de cet environnement-là. Donc la manière dont... Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est-à-dire que la manière de gérer les priorités entre les valeurs doit tenir compte de l'environnement individuel et socio-culturel. Et enfin, les valeurs servent de critères pour guider la sélection ou l'évaluation des actions en tenant compte de la priorité relative des valeurs. C'est ce qu'elle préconise et elle fait un petit tableau synthétique dans lequel elle explique le niveau. Donc à gauche, on a le niveau de régulation. Là, j'ai presque fini. 2 minutes. Donc, à la colonne de gauche, on a les niveaux de délibération. Qu'est-ce que ça implique pour nous, informaticiens, si on est dans un niveau de délibération où on contrôle les données à l'humain? Ça veut dire qu'on est dans un environnement temps réel, on veut répondre au système, on bloque le système. On est sensible aux situations, on doit avoir une capacité d'explication, on doit fournir l'état du système à l'utilisateur dans un mode compréhensible. Si on a un système de régulation, il faut qu'on puisse avoir un lien formel entre les valeurs et les normes et les comportements. Donc on va pouvoir définir ça. Et puis on doit pouvoir aussi définir quelles sont les institutions qui surveillent dans un système de régulation. Et puis le raisonnement moral, il peut se faire en dehors du moment où on est en train d'utiliser le système. Et dans le cas des agents moraux, il faut assurer le lien formel entre les valeurs, les normes et les comportements. On doit définir la règle de raisonnement. On peut imaginer un apprentissage supervisé de la moralité, et puis on a un raisonnement en temps réel aussi. Et puis alors son système ART, voilà, elle donne ce qu'offre comme caractéristique son système. Et puis alors voilà. Dans ce système développé aussi pour un jugement éthique, il se base uniquement sur la notion de type normative, et c'est repris des travaux qui datent des années 90, d'un modèle d'agent qui s'appelle BDI. C'est un système d'agent dans lequel on modélise les croyances, les désirs, les intentions. Donc c'est toute une architecture d'agent qui a été adaptée pour prendre en compte la notion de règles éthiques et de pouvoir concilier désir, morale et capacité. Donc c'est très très intelligent parce que cette architecture BDI, elle a tout été explorée dans plein de domaines différents. Et elle est assez robuste, donc c'est plutôt pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement il y a cette idée que les états mentaux d'un agent doivent être compliants avec ses propres règles éthiques, mais on raisonne sur l'intention des autres agents. Donc il y a tout un tas de règles de coopération qui peuvent être implémentées en respectant les règles éthiques. Donc là, il y a la notion d'éthique individuelle et d'éthique collective, prise en compte de la pluralité des valeurs et des principes des autres agents, collaborer et faire confiance aux autres agents, expliquer et justifier ses actions et décisions, ses propres actions et celles des autres agents, notamment avec des modèles d'argumentation, ils en ont implémenté un. Et puis être capable de vérifier formellement l'éthique d'un agent, ça peut être la sienne ou celle d'un autre. Et puis pour terminer, en fait, ce que je voulais dire, c'est que moi je me demande si la question de l'éthique en IA ou de l'IA ou pour l'IA soulève plein de défis scientifiques en IA et dans d'autres domaines, bien sûr, mais aussi quelle démarche, est-ce qu'on intègre dans nos programmes des choses pour dire dures, on choisit l'éthique qu'on veut implémenter, on l'implémente, ou est-ce qu'on fait plutôt des systèmes vraiment au niveau méta et qui sont capables de rendre compte sur des règles qu'on injecte, choisies par l'utilisateur. Et puis pour aller vite, pour ne pas passer trop de temps, je me demande dans quelle mesure une approche où il y aurait de l'autorégulation entre les programmes eux-mêmes, ça ne pourrait pas être une piste, puisque finalement les règles éthiques ou même les lois, elles se font par un système de régulation. Il y a la démocratie, le vote et tout ça, mais il y a aussi de l'autorégulation. C'est
c'est une piste, en tout cas moi quand j'ai envie d'explorer, voir comment est-ce que des règles éthiques peuvent naître à partir de sociétés d'agents, qui chacun a ses règles, qui peuvent être différentes de celles des autres, et comment en se confrontant on arrive à ce qu'on arrive à construire, quelle éthique on arrive à construire ensemble. Je n'ai pas vu de travaux qui font déjà ça, mais le précédent, je pense, c'est déjà c'est déjà une étape vers cette piste. Voilà, merci.